« 8 novembre 1942. Les Américains, aidés de quelques forces britanniques, débarquent en Afrique du Nord française, jusque-là sous le contrôle de Vichy. Après quelques jours de combat pour la forme, le commandant des forces françaises, le général Juin, et l'ancien Premier ministre du maréchal Pétain, l'amiral Darlan, qui se trouvait au chevet de son fils, à Alger, se rallient aux Alliés. L'armée d'Afrique, pièce maîtresse de la survie d'une France indépendante, se retrouve alors dans le camp anglo-américain. En réaction, les Allemands envahissent la zone non occupée et suppriment ce qui restait d'autonomie à l'État français du maréchal Pétain. Vichy éclate entre partisans et adversaires des anglo-américains. En quelques semaines, toute la situation politique française se trouve bouleversée. Les Alliés doivent alors constituer sur le territoire de l'Afrique du Nord une autorité provisoire en attendant la libération de la France métropolitaine. C'est sur le champ de bataille de ce gouvernement provisoire, loin des combats décisifs menés par les Alliés, loin aussi du sacrifice des résistants de l'intérieur, que De Gaulle et Giraud se sont affrontés tout au long de l'année 1943. De l'issue de ce combat dépendait bien plus que l'avenir du général, celui de la France même. Seuls quelques initiés sauront l'enjeu formidable de cet épisode, resté longtemps méconnu. En effet, pour la France tout entière occupée, cet affrontement n'aura aucune existence tangible. De surcroît, avec le recul du temps, le duel des deux hommes semble un peu dérisoire. Entre De Gaulle, l'un des géants du XXe siècle, et Giraud, caricature du militaire conservateur, aussi intègre qu'étroit et peu doué pour la chose politique, la victoire semble ne pas faire de doute. Pourtant, au début de 1943, la dissymétrie des forces entre le courant qui va se réclamer du général Giraud et celui qu'exprime le général de Gaulle est totalement en faveur de Giraud. Comment de Gaulle est-il parvenu à renverser ce courant? Pour répondre à cette question, il faut d'abord examiner la situation du général de Gaulle à la fin de 1942, à la veille du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Qui est de Gaulle à cette époque? Dès juin-juillet 1940, le général de brigade Charles de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre dans le dernier gouvernement de la Troisième République, est à la tête d'un mouvement, la France libre, qui poursuit le combat aux côtés de la Grande-Bretagne de Winston Churchill. Son prestige est grand dans la jeunesse révoltée par l'occupation, dans la partie anticonformiste de l'armée, chez les patriotes exaltés de gauche et de droite, parmi les victimes du régime de Vichy, juifs, colonisés, francs-maçons, syndicalistes. L'audience croissante de Radio Londres lui vaut aussi une véritable aura dans le pays. Mais si de Gaulle tel Rodrigue n'est point haï, il n'est encore suivi que par une faible minorité de Français. Les forces françaises libres ne représentent en effet qu'une poignée de volontaires, une grosse brigade en Égypte, une colonne mobile, celle de Leclerc, au Tchad, quelques aviateurs, quelques marins, des services secrets déployés en France, mais bien moins influents que la résistance intérieure, un petit nombre de colonies ralliées à la Croix de Lorraine. Les forces françaises libres ont participé à la reconquête de la Syrie et du Liban, mais les Anglais se sont dispensés de leur concours à Madagascar. À l'été 1942, De Gaulle n'est même pas prévenu de l'opération Torch, le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Ce n'est évidemment pas à lui que les Alliés songent pour prendre la direction du nouveau territoire sous leur contrôle. Pourquoi cette mise à l'écart de Gaulle? Avant tout, De Gaulle déplaît aux Américains. Ils estiment que ces attaques contre Vichy contribuent à rapprocher Pétain des Allemands au détriment de la cause alliée. Car Roosevelt a d'abord joué la carte que lui indiquait l'establishment militaire de Washington, la carte de Pétain, pour préserver la marine et les colonies françaises de l'emprise allemande. Peu à peu, il s'est convaincu, presque psychanalytiquement, que sa politique ne reposait pas sur le pur cynisme, mais sur une sorte de bon droit. De Gaulle serait un fasciste potentiel, guère plus démocratique que ne l'est Pétain. Par ailleurs, Roosevelt entend de cette époque marginaliser Français et Anglais dans l'organisation du monde décolonisé de l'après-guerre, et il ne peut voir en De Gaulle qu'un pendant faible de Churchill. De surcroît, De Gaulle a réellement contre lui de nombreuses forces hétérogènes à l'intérieur de la société française. Les élites de Vichy, d'abord, lui reprochent d'avoir eu raison trop tôt.
Elle n'aime guère non plus cet entourage londonien où l'on trouve pêle-mêle un gouverneur des colonies antillais, Félix Éboué, des hommes du Front populaire comme Pierre Brossolette et Jacques Soustel, plusieurs juifs tels que René Cassin ou Pierre Mendès France, des francs-maçons comme Jean Moulin. De Gaulle, qui est pourtant le plus brillant des jeunes militaires français, s'est aussi attiré la jalousie et l'hostilité de nombreux officiers plus conformistes qui lui préfèrent Giraud, des marins en particulier, qui n'ont pas pardonné à Churchill la canonnade de Mersel Kébir. Plus étonnant encore, De Gaulle n'est pas plébiscité par la résistance intérieure, qui renacle à accepter la tutelle de Londres. Dès lors, les Américains se sentent les coups des franches pour appuyer de toutes leurs forces, d'abord Darlan, que le hasard a conduit à Alger, ensuite Giraud. Pourquoi ce choix des Américains? Bien vu des Américains depuis fort longtemps, l'amiral Darlan, chef charismatique de la marine, incarnait la continuité de l'État pour ses amis d'outre-Atlantique. L'ancien bras droit de Pétain était en effet un ami, une sorte d'agent de l'amiral Leahy, un brillant marin américain qui fut de 1940 à 1941 ambassadeur à Vichy. Malheureusement pour Roosevelt, à la veille de la Noël 1942, Darlan est assassiné par un jeune royaliste manipulé par les gaullistes avec la pleine approbation des services secrets britanniques. Les Américains voient alors en Henri Giraud le seul garant de leur nouvelle politique. Giraud dispose d'atouts considérables. Son autorité de général d'armée sur les forces françaises en Afrique, le ralliement de pans entiers de l'État français de Vichy à sa personne. Officier d'infanterie, Giraud a été fait prisonnier par les Allemands en mai 1940 alors qu'il commandait la 9e armée dans les Ardennes. Peu compromis avec Pétain, il s'évade de la forteresse de Königstein en avril 1942 avec l'aide du service de renseignement militaire de Vichy qui deviendra un peu plus tard l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA. Il parvient ensuite à passer en Afrique du Nord avec l'aide des Américains. Sans expérience politique, il semble devoir être le réceptacle docile des idées américaines. Militaire légitime, il devrait faciliter les ralliements. N'a-t-il pas sur son képi 3 étoiles de plus que le général de Gaulle, qu'il détestait déjà lorsque ce dernier, jeune colonel de l'arme blindée, bousculait les dogmes de ses aînés? Le Parti communiste lui-même, qui pressent sa faiblesse, le préfère par calcul à de Gaulle. Tous ces facteurs, on le voit, contribuent au prestige de Giraud et poussent à la marginalisation de Gaulle. Que peut faire en effet à Londres le jeune général de Gaulle, chef d'une France libre, né 2 ans et demi plus tôt du refus de l'armistice, face au poids de l'armée d'Afrique, lestée du soutien inconditionnel des États-Unis? Comment de Gaulle réussit-il alors à retourner la situation? Fidèle à la maxime célèbre de Machiavel, de Gaulle, qui depuis juin 1940 avait su se montrer lion, saura tout au long de l'année 1943 se faire renard. Et ceci en plusieurs étapes. Première étape, il accepte le compromis de la coprésidence. 24 janvier 1943, à la conférence d'Anfa, à côté de Casablanca, Churchill, qui soutient de Gaulle, et Roosevelt, qui soutient Giraud, forcent un accord entre les deux chefs. L'armée d'Afrique et les forces françaises libres ne forment plus qu'une seule armée. En acceptant une coprésidence du gouvernement provisoire en juin 1943, de Gaulle met un pied dans la porte. Une fois dans la place, les ralliements à sa personne, comme celui du brillant inspecteur des finances Maurice Couve de Murville, iront se multipliant. Deuxième étape. Dans le même temps, de Gaulle parvient à unifier derrière lui la résistance intérieure. Ce sera l'œuvre brève, fulgurante et décisive de Jean Moulin, qui parvient, en cajolant les uns, isolant les autres, convainquant les troisièmes, à rassembler, non sans mal, tous les mouvements, y compris les communistes, dans le Conseil national de la résistance. Son arrestation à Caluire le 21 juin 1943 n'interrompt pas le mouvement engagé. Les communistes de l'intérieur eux-mêmes refusent la ligne cyniquement giroudiste de leur direction d'Alger, convaincus que le général de Gaulle a derrière lui désormais la grande majorité des résistants de la première heure. Par-delà sa mort tragique, Jean Moulin aura gagné la partie pour le général de Gaulle. Troisième étape, de Gaulle saura enfin mobiliser pour lui une opinion de gauche anglo-américaine qui s'insurge contre l'option giroudiste de Roosevelt. Enfin, malgré de nombreux éclats, Churchill ne l'abandonnera jamais. Résignés, les Américains finiront par accepter de Gaulle. De Gaulle triomphe à l'automne 1943, où il se retrouve seul à la tête du CFLN, le Comité français de libération nationale, bientôt rebaptisé Gouvernement provisoire de la République française. Pourtant, Roosevelt s'efforcera encore de le tenir à l'écart du débarquement de juin 1944 et de lui imposer une administration militaire provisoire anglo-américaine, l'AMGOT, en vain.
Dès le début de la libération, c'est le gouvernement provisoire qui s'impose. La République renaît avec et par de Gaulle. L'affrontement possible avec les communistes est également noyé dans l'unanimisme républicain. Rien de tel ne se serait produit avec un Giraud à la tête du GPRF. Mais la victoire finale des Français libres, décisive pour le redressement du pays, n'était nullement inscrite dans l'appel du 18 juin. Il aura fallu à De Gaulle une ruse aussi tenace que celle de Louis XI face à Charles le Téméraire pour parvenir à ses fins. Rien n'interdit de penser que sans elle, la France se fût déchirée sans relâche entre Giraud et les communistes, ne laissant à la République qu'une faible place.